Un plaisir de vous retrouver pour cette tranche d'information. Bonjour à tous et bienvenue. Retour sur le drame du lac Toro à Kouénou après la mort des milliers de poissons. Quel est l'état des lieux? Les détails dans ce journal. À suivre également dans ce journal les résultats de l'analyse commanditée par le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche pour expliquer ce qui s'est réellement passé sur le lac Toro. Et puis, rompre le jeûne sans nuire à sa santé, c'est bien possible. Il y a des prescriptions en la matière. Jeûne et santé des fidèles, c'est un reportage que la rédaction vous propose. Vous le savez sûrement déjà, des milliers de poissons sont morts dans le lac Toro, dans la commune d'Atiémé. Un drame non seulement écologique, mais surtout économique dans une ville dominée par la pêche et la pisciculture. Quelques jours après le drame, nous avons dépêché une équipe qui s'est rendue sur le terrain pour faire un état des lieux. Heureuse d'annoncer. Au lendemain de la fête de Novicha, il nous a été donné de constater que des individus mal intentionnés auraient déversé un produit toxique dans le lac Toro. Des tonnes de poissons empoisonnés. Le département du Mono est frappé par un drame. Vu l'aspect des filets et vu que les poissons sont morts de mort subite, c'est qu'il y a intoxication. On a leviné 41 000. Avec les taux de mortalité, on était à environ 40 000, avec un poids moyen de 200 grammes. Donc, ça nous donne environ 8 tonnes et plus en ce qui concerne nos pertes. Parce qu'on a tout perdu. Au moins, les poissons du lac avaient le temps de fuir. Nos poissons sont dans les poches, ils ne peuvent rien faire que de rester là. Même s'ils ont envie de partir, ils ne peuvent pas partir. Donc, du coup, on a tout perdu. C'est un crime. Moi, je dis que ce qui s'est passé, c'est un crime. Et ce côté pénal, on doit rechercher et la force va rester à la loi pour punir avec la dernière vigueur ceux qui ont fait ça. Tel un poison violent, la solution déversée dans le lac Toro a coûté la vie à presque toutes les espèces halieutiques se trouvant dans le lac. Le phénomène a commencé depuis la berge de Kouénou. C'est les pêcheurs même qui ont constaté que l'eau a changé de couleur. Là où il y a des touffes, comme des touffes sur le lac, là, c'était là-bas. C'est arrivé jusque là-bas. Les poissons sont morts. Et ça se débattait quand ça s'est apaisé. Ils sont revenus à la surface, morts. Et on a ramassé. L'origine du drame reste encore inconnue. Un paysan voulant peut-être sauvegarder sa culture a malencontreusement envoyé un produit qui est rentré dans le lac et qui peut-être a nuit aux choses-là, aux espèces halieutiques. On m'aurait dit que le jour où le génie militaire était arrivé pour creuser les fosses devant accueillir ces poissons-là, il y avait quelques jeunes qui disaient que nous allons encore revenir sur les lieux d'ici à là. Quand j'ai eu l'information, j'ai dit qu'on peut commencer les enquêtes là, à partir de là, que ça peut être des indices. Le promoteur de la ferme de production aquaculture ne s'en revient toujours pas. Il a tout perdu. Abattu, je suis à terre parce que, vous voyez, j'ai pensé à une reconversion, puisque je suis électronicien de formation. J'ai pensé à une reconversion, depuis 3 ans je suis ici. Et quand tu gagnes un peu, tu investis tout. Et puis, bon, du jour au lendemain, ça t'arrive, c'est que bon. Et on n'a pas les mots. Le samedi, dimanche, lundi, quand les gens s'agglutinaient, les pêcheurs s'agglutinaient quelque part, ça veut dire qu'il y a des poissons qui sont sortis de l'eau, des poissons morts. Et eux autres, ils pensent que c'est un don de Dieu. Donc, qu'il faut en profiter. Ces poissons morts sortis du lac sont aussitôt achetés, fumés par les bonnes dames et mis en vente.
Il faut dire qu'une fois sur le lieu du drame, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a instruit le directeur du Laboratoire national pour la sécurité sanitaire des aliments pour une analyse en vue de déceler la cause de la mort de tous ces poissons. Les résultats issus de l'analyse sont tombés hier mardi. Suivez les explications du directeur du Laboratoire national central de contrôle de la sécurité sanitaire des aliments. On n'a pas trouvé de présence de médicaments vétérinaires ni de pesticides dans l'eau du lac, ni dans les poissons, ni dans les sédiments. Donc, l'hypothèse d'une contamination des eaux du lac par une quelconque famille de pesticides ou de médicaments vétérinaires est donc à exclure. On peut déjà soupçonner que soit il y a un phénomène endogène au lac lui-même, qui pourrait expliquer la présence peut-être du toxique dans l'eau qui a provoqué un étouffement ou bien une mort massive de tous les poissons. Et parmi les causes endogènes, on peut soit, c'est le phénomène bien connu, on sait que le lac se trouve dans une zone qu'on appelle la dépression de la Lama. Et dans cette dépression, il y a parfois des endroits où il y a affleurement des eaux, disons, souterraines. Il se pourrait que le lac soit peut-être dans une zone, probablement, où il y a contact entre les eaux souterraines et les eaux de surface. Et lorsque vous savez que ces eaux de surface et les eaux souterraines n'ont pas souvent le même type de composition, il peut y avoir d'autres phénomènes, il peut y avoir d'autres compositions, d'autres composés chimiques. Lorsqu'il y a remontée peut-être de ces eaux souterraines vers les eaux de surface, quand il y a contact, il peut y avoir apport de composés et souvent, ces apports sont souvent en forte concentration. Ce qui vient souvent de sous terre est souvent en très forte concentration et lorsque ça vient au contact de l'eau, l'effet de dilution est tel que ça ne peut pas absorber tout. Donc ça pourrait expliquer, je dis toujours, c'est des hypothèses qu'on va chercher à vérifier dans les jours à venir. Donc il serait aussi intéressant, au regard du phénomène qui vient de se passer, de mettre le lac sous surveillance. Je suppose par exemple si, disons, si le lac était sous une surveillance appropriée, on aurait pu voir le phénomène venir progressivement avec les premières analyses, soit même des mesures, même de température. Ça aurait pu permettre de savoir que, attention, à un moment donné, la température de l'eau a changé. Si l'hypothèse, par exemple, du contact des eaux de surface avec les eaux, disons, souterraines, est une hypothèse vérifiée, on pourrait à un moment donné constater que la température de l'eau du lac a commencé par changer. Et ça pourrait donner des pistes. Savoir, attention, il y a un phénomène souterrain qui se passe. Tout autre sujet à présent, nous sommes dans le mois de Ramadan, 2 semaines déjà que les fidèles musulmans sacrifient au 4e pilier de l'islam qu'est le jeûne. Avant le lever et ce jusqu'au coucher du soleil, ils ne doivent ni boire ni manger. Mais alors, quelle est la conduite à tenir à l'heure de la rupture? La réponse dans ce reportage de Christian Devucci et Sylvania Tchano. Jeûner pour la santé, voilà ce que recommande l'islam. Le fidèle musulman est appelé à manger et à boire du coucher au lever du soleil. Un jeûne dit urne qui dure 13 à 14 heures par jour. Après ce long moment de jeûne, parce qu'on peut tomber dans un état de glycémie très faible, voyez, on rend le jeûne avec du fruit qui sont légèrement sucrés de manière naturelle. Consommer le fruit sucré naturel permet donc de remonter le taux de glycémie à la normale. Cependant, à la rupture du jeûne, la consommation immédiate de certains produits est déconseillée. Du genre Coca-Cola, Fanta ou Malta, ça c'est extrêmement dangereux. Par notre expérience, vous savez, lorsque vous observez ce long moment de jeûne et que le soir, par exemple, vous allez avaler une boisson gazeuse de ce genre, vous pouvez piquer une diarrhée très grave et même quelle que soit la température, il y en a qui vont prendre très fraîche parce qu'ils ont une sensation de soif et ils vont se jeter sur ces genres de boissons pour étancher leur soif. Non, ça c'est à déconseiller fortement. Qu'on prenne aussi, pourquoi pas, un peu de boisson chaude. Vous prenez un peu d'eau chaude là avec du thé, pourquoi pas, on peut le faire, mais toujours en maîtrisant son taux de sucre. Le fidèle musulman atteint d'un dysfonctionnement physiologique n'est pas autorisé à jeûner. Toutefois, certains, en complicité avec le médecin traitant, sacrifient à leur devoir de jeûneur.
Elles sont déjà excusées pour cause de maladie. Le soir, il faut éviter, par exemple, de prendre des aliments sucrés, très sucrés, parce que ça risque de faire monter leur glycémie de manière draconienne. À l'heure du repas, il est important d'avoir une alimentation équilibrée avec des mélanges sains. On a dit 5 fruits et légumes par jour. Au moins, il faut qu'il y ait 3 fruits dans ce mélange-là, d'accord, et des légumes. Donc, une portion, ça équivaut environ à 120 grammes, par exemple. Donc, ça, pour vous donner une idée sur les chiffres. Donc, on peut manger plusieurs fruits. Pourquoi pas? Il n'y a pas de problème. Maintenant, ce qu'il faut éviter, c'est une surcharge, c'est-à-dire manger trop, éviter trop de sucre, moins salé, moins sucré, moins gras. Donc éviter les graisses, surtout dans son alimentation, les graisses animales, et préférer les graisses, les lipides, les huiles qui sont riches en oméga 3 par exemple. Voilà l'essentiel à mettre en pratique par le fidèle musulman afin de garder tous les bienfaits du jeûne. Résurgence de l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. Déjà 25 morts depuis le 8 mai selon l'Organisation mondiale de la santé, mais elle se montre raisonnablement optimiste sur la situation à Mbandaka, la ville où s'étaient déclarés les premiers cas urbains de contamination. Le point a été fait au cours d'une conférence de presse tenue ce mardi à Genève. D'autres détails avec Herman Rodrigue Amégan sur les images de l'AFP. L'Organisation mondiale de la santé a affirmé travailler avec les autorités de la République démocratique du Congo, pays en proie à une épidémie d'Ebola, afin d'introduire rapidement 5 premiers traitements. L'institution onusienne dit avoir recensé actuellement 55 cas avec 25 décès. Mais depuis, le mal a été circonscrit. Nous ne pouvons pas conclure que nous avons protégé la ville de Mbandaka, mais nous pouvons dire que jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'augmentation explosive. C'est une évolution et un signal positif. Nous avons des raisons de faire preuve d'un optimisme prudent. Nous avons commencé la vaccination le 21 mai et depuis, il n'y a pas une explosion. Cette annonce intervient alors que les responsables en charge de la santé en République démocratique du Congo ont lancé la semaine dernière une campagne ciblée de vaccination avec le vaccin expérimental contre Ebola. Plus de 400 personnes ont été vaccinées jusqu'à présent, la majorité d'entre elles à Mbandaka, la ville la plus touchée. Mais les autorités de l'OMS se veulent tout de même prudentes. Nous ne voulons pas être pris au dépourvu si un cas est signalé dans les pays voisins et bien sûr, nous sommes particulièrement inquiets concernant les pays avec les capacités les plus faibles. Prenez par exemple la République centrafricaine qui subit un conflit interne et dotée de très faibles infrastructures de santé et aurait à se battre avec une épidémie d'Ebola si elle se produit. L'épidémie d'Ebola s'est déclarée le 8 mai dernier à Bikoro, à 600 km de Kinshasa, à la frontière avec le Congo-Brazzaville. Elle s'est ensuite propagée à la ville de Mbandaka, peuplée d'1 200 000 habitants. Le ministère congolais de la Santé travaille donc étroitement avec l'OMS pour que le virus ne fasse plus de victimes qu'il en a fait déjà. Merci d'être resté. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve à 19h45 pour d'autres informations.